Salut à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous de commentaires sur l'actualité. Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à l'invité du midi, la 3e édition pour la semaine. Depuis le 7 février 2017, on ne peut pas dire que grand-chose a changé ici en Haïti. Certains diraient que l'arbre n'a pas tenu la promesse de ses fleurs. Le rêve Jovenel Moïse s'est interrompu en très peu de temps de sommeil. Il n'y a toujours pas eu cette rupture avec l'improductivité. La crise de gouvernabilité semble avoir pris des proportions. 2 premiers ministres en 2 ans, l'absence de résultats est criant, peuple-là à bout. Dans la recherche de la solution, c'est celui qui joue actuellement le rôle de Premier ministre par intérim que le chef de l'État choisit pour matérialiser sa vision du changement d'Haïti. Si vrai, ce sont Lafontaine et Séan les responsables de l'échec constaté, Jovenel Moïse serait en train de nous dire que Jean-Michel Lapin est l'homme qu'il nous faut désormais. On ne saurait se tromper à 3 reprises. Bref, au-delà de l'homme qui est appelé à mener la politique gouvernementale, il y a tout un système qu'il faut changer. Les défis sont de taille et on se demande comment s'en sortir. Une nouvelle éthique politique, l'antidote à la crise de gouvernabilité, c'est le titre d'une tribune parue sur plusieurs plateformes en ligne il y a quelques semaines. Elle est signée du politologue Joseph Wendy Alliance. Questionné avec l'auteur le contenu de cette analyse au regard de la conjoncture. Bien entendu, c'est l'exercice que je vous propose ce midi. Monsieur Alliance, bon midi et bienvenue sur la télévision Caraïbe. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Merci Davidson Sefor pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi d'être sur cette plateforme et de l'invité du midi. C'est une plateforme qui en très peu de temps s'est imposée dans la scène haïtienne en invitant bien entendu une série d'acteurs variés à se prononcer sur l'actualité, à partager leurs analyses, etc. Donc c'est une plateforme, comme je l'ai souligné, qui, en très peu de temps, s'est imposée dans le paysage de l'analyse, dans le paysage du discours, du dialogue sur la réalité haïtienne. Merci. Donc c'est un plaisir pour moi d'être à cette édition de l'invité du midi. Merci, M. Alliance. Alors, Joseph Wendy Alliance, vous êtes politologue, vous avez étudié à l'UNDH, vous êtes parti à Ole Miss University en Mississippi, c'est ça? Pour poursuivre vos études en Sciences Po, je l'ai souligné, puis vous êtes allé à l'Université de Vermont pour une spécialisation en gestion de conflits. Mais au-delà de ces études-là, au-delà de cette spécialisation en gestion de conflits, de qui on parle? C'est qui ce type d'homme que vous êtes? Votre vision de la politique, votre vision d'Haïti se résume en quoi? Et comment vous contribuez jusque-là, comme jeune scientifique, politologue, à influencer le débat public? Bon, effectivement, mon background est en sciences politiques et gestion de conflits. Mais au-delà de ma formation académique et de mes expériences professionnelles, ce que je recherche effectivement, c'est vraiment à provoquer un débat de qualité sur l'actualité, sur les problèmes, parce que les problèmes sont effectivement très complexes et on ne peut pas effectivement les aborder à coup de propagande et de vision politique étroite. Donc il faut consentir une réflexion beaucoup plus profonde, mais une réflexion qui doit mener à une action politique et beaucoup plus approfondie, beaucoup plus systématique pour mieux répondre aux exigences et aux défis, aux challenges auxquels Haïti fait face actuellement. Donc, petite considération théorique, j'ai parlé effectivement d'une nouvelle éthique de responsabilité, d'une nouvelle éthique politique, et c'est en même temps un paradoxe parce que la question de l'éthique politique, c'est une problématique qui a marqué la pensée politique dès le début. On va aborder la question plus largement, mais je vous ai demandé tout à l'heure, dans qui ça vous sentez vous contribuer? C'est vrai, vous écrivez des textes, mais quelque part, est-ce que Joseph Wendy Alliance, comme politologue, lit en dans des structures, en un pays, puisqu'on va vivre entre Haïti et les États-Unis, est-ce que quelque part, gagnez en participation active sur je dirais, la plateforme politique actuelle, ou fait partie d'une structure politique quelconque, ou bien quelque part, c'est l'analyse politique au regard de ça ou étudier qui est contribution par où? D'abord, c'est l'implication dans la société. C'est pas au niveau d'une structure politique, mais pour moi, l'implication politique, c'est au niveau des organisations de base dans la société. J'ai fait un travail de médiation avec des paysans de Caracol qui ont été affectés par le projet du parc
au niveau du Nord-Est, un projet largement financé par la BID. Donc c'est un travail de médiation assez intéressant parce que c'est la première fois effectivement que les paysans ont pu envoyer une complainte légale à une institution multilatérale de ce niveau et j'ai pu coordonner ce travail. Ce travail est important, c'est un travail politique, c'est un travail éthique aussi, parce que là on parle de problèmes d'inégalité et de marginalisation de groupes sociaux dans le pays. Donc on a permis à travers cette coordination à ces paysans d'entrer dans un processus de résolution de conflits avec l'État haïtien et la BID pour obtenir des compensations puisqu'ils avaient perdu leurs terres, etc. et leurs moyens de vie. Et ça a donné du résultat? Ça a donné du résultat parce qu'effectivement, dans un premier temps, il était question de tenter d'initier un dialogue avec l'État haïtien, mais effectivement, l'État haïtien, effectivement, comme Jacques Casimir le dit, il y a un dialogue de sourds entre l'État, les élites et la population en général. Donc, on n'a pas pu effectivement casser ce dialogue, étant donné que la BID est un bras financier très important de l'État haïtien. Donc, on a utilisé les canaux de la BID parce qu'effectivement, ces institutions multilatérales, elles ont des mécanismes indépendants qui reçoivent des plaintes et de la part des communautés qui sont affectées par les projets qu'ils financent à travers le monde. Donc, on a pu, à travers cette structure, et alerter la BID et rentrer effectivement dans ce processus de dialogue et de résolution de conflits. Donc, la BID a accepté récemment de compenser les paysans. Donc, c'est non seulement au niveau d'Haïti, mais ça marque un précédent au niveau global, parce que c'est très rarement que des groupes marginalisés, que des paysans ont pu arriver à obtenir des compensations de la part d'une instance multilatérale. Donc c'est très important et pour l'avenir de la démocratie, parce que ce que ça veut dire, c'est que l'institution multilatérale, l'État ont un devoir de transparence. Très bien. Donc ils ne peuvent plus, ces instances ne peuvent plus fonctionner comme des boîtes opaques, comme des institutions opaques. Il faut s'ouvrir et c'est le nouveau défi. Effectivement, c'est un défi qui est très actuel dans le cas d'Haïti. On va en parler certainement et dans les minutes qui viennent sur d'autres dossiers et un rapport à la transparence, à la corruption, etc. Donc je pense à ce niveau-là, ça me permet de faire un travail de réflexion beaucoup plus large, puisque ma réflexion, elle ne part pas seulement de considérations théoriques, mais aussi de mon engagement aux côtés de groupes dans la société pour essayer de transformer les choses, transformer les rapports de force. Très bien. Monsieur Alliance, où écrit ça qui paraît en février, une nouvelle éthique politique, l'antidote à la crise de gouvernabilité. Pour asseoir analyse ça, on prend des références économiques, ou évoquer le niveau de l'inflation, ou évoquer le niveau de croissance économique de l'année dernière, et combien de monde aujourd'hui qui est en insécurité alimentaire, 2,5 millions environ. Donc, ma question m'a posé tête, moi, quelque part, chiffre ça, indice économique ça, est-ce que ce sont les indices par excellence pour questionner la question de la gouvernabilité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans votre analyse, ou questionner crise de gouvernabilité qui est aujourd'hui. Pour qui ça, c'est indice ça et pas l'autre? Bon, effectivement, parce que ces indices-là, moi dis le commencement, parce qu'il y a un moment où la réalité, la propagande d'État, elle est battue en brèche par la réalité. Parce que bien entendu, parce que tout à l'heure on t'a parlé du rêve de Jovenel Moïse, mais le Jovenel Moïse dans l'élection, il n'y avait pas vraiment un programme politique. Nous tous rappelons, il y avait un slogan politique, mélanger terre, moun, etc. Mais en 21e siècle, ce n'est pas vraiment un programme politique conséquent. Donc, ces indices indiquent effectivement, parce que ce sont des indices mesurables. Donc, si le taux d'inflation aujourd'hui est à 17%, personne ne peut me dire, on ne peut pas contredire, parce que ce n'est pas juste ma parole contre ta parole. Il y a une situation économique désastreuse, mesurable, à laquelle la population fait face, etc. Donc, elle est le résultat de l'incapacité de gouverner de nos dirigeants. Il n'y a pas de doute à cela. C'est pour ça que je propose cette nouvelle éthique, une éthique de responsabilité pour prendre les mesures concrètes pouvant résoudre la crise. Très bien. La propagande gouvernementale n'a pas marché ou ne marche plus en très peu de temps.
programmes sociaux bidons qui t'a fait rêver, ils n'ont pas fait rêver véritablement encore pour un certain groupe de monde. Donc, on a perdu du temps et de l'argent pour faire ou pour financer des bagailles qui ne pas de résultat alors que tu es capable de gagner l'élaboration de vraies politiques publiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit parce que gouverner, comme on dit souvent, c'est prévoir. Et à un certain moment, il doit y avoir des résultats au rendez-vous. Et aujourd'hui, Haïti est dans une situation désastreuse. Et si on fait une simple comparaison par rapport à la République dominicaine, c'est vrai que la crise n'est pas datée de aujourd'hui, hein, mais le où nous prenons pouvoir, effectivement, c'est pour agir sur la crise. Effectivement, si les mesures qu'on prend ne pas permettre que nous adresser la crise, donc il y a un constat d'échec. L'échec, à un certain moment, si la propagande, si la politique politicienne ne donne pas les résultats escomptés, il faut changer, il faut adopter un autre mode de gouvernance pour effectivement changer les choses. Je parlais de la République dominicaine, effectivement. Donc, en 1960, on avait quasiment le même revenu per capita. Donc, en 2017, 2018, 2019, le PIB d'Haïti est de 725 $. PIB d'Haïti par tête d'habitant est de 765 $ US. Et la République dominicaine, c'est à peu près 7 000 $. Même si c'est encore en dessous de ce qui se passe dans la région qui avoisine les 9 000 $ américains. Très bien. Donc, comme Emedi Magbazin, Haïti est un pays pauvre parmi les pauvres parce que même l'Afrique subsaharienne, qui est considérée comme pratiquement le sous-continent le plus pauvre, accuse un revenu per capita de à peu près 1550 $ US. Donc, nous pi mal parmi pi mal. On souligne dans le texte un peu plus bas que Jovenel Moïse choisit rentrer dans la voie prédécesseur qui c'est Michel Martelly. Et dans le discours politique de campagne là, il était question d'améliorer ça bon déjà et changer ça pas bon pour faire mieux. Mais quelque part, aujourd'hui, 2 ans plus tard, est-ce qu'on a avancé à quelque chose? Ou bien le choix de faire une autre politique était possible puisque nous sommes toujours dans la lignée régime tête Caléa? Bon, le choix de faire une autre politique est toujours possible puisque Jovenel est quand même une continuité de Martelly, mais il n'est pas Martelly. Donc il a l'occasion de changer des choses, de rectifier le tir, mais il n'a pas fait véritablement. Parce qu'effectivement, au lieu que nous rentrions dans la logique, que nous mettions en place des politiques publiques véritables pour permettre que nous amorcer un changement, lui allait abîmer en propagande d'État, notamment avec la question de caravane, la caravane de changement, un bagage qui n'est pas budgétisé du tout, etc. Donc c'est encore l'amateurisme et l'improvisation, au lieu que nous d'accord pour nous prendre les mesures nécessaires pour nous aider ces crises. Et je pense que c'est ça. Et la crise est le résultat des actions du gouvernement. Très bien, mais l'aggravation de la crise, c'est le résultat de l'action du gouvernement. Vous soulignez que le président actuel, Jovenel Moïse, a épuisé la réserve de confiance que quelque part la population mettait dans le lit. Et là, il est clair qu'on est en face pratiquement du président le plus impopulaire de l'ère post-86 quelque part. Et est-ce qu'à ce titre, nous sommes capables de questionner comment gouverner en étant aussi impopulaire? Mais il faut d'abord chercher la source de cette impopularité. D'abord parce que Jovenel Moïse n'a pas... Premièrement, bon, si on parle, il lance à présent ce qu'on appelle le dialogue national. Mais effectivement, ce dialogue devient un dialogue de sourds parce qu'il a épuisé au passage, comme je l'ai mentionné dans l'article, les réserves de confiance. Quand tu t'amuses à faire une propagande pour des programmes qui ne marchent pas, effectivement, au lieu, j'aime ce dire là, pour que vous posez les jalons et de la bonne gouvernance, parce que payant, depuis quelques temps, niveau de croissance économique, nous, très chétif, il n'a pas atteint les 2%, effectivement. Donc, là, il vient acculé. Donc, la question n'est pas vraiment une question de popularité ou d'impopularité. Mais diriger à coup de promesses, sans dégager les moyens pour accomplir les promesses, donc ça fait de notre président un président impopulaire. On ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. Je veux dire, s'il ressaisit et que il dit après les mesures sérieuses pour adresser la crise, la population a compris. Effectivement. Même par contre, dans la logique ça, je dis, par exemple, et déjà 2 premiers ministres
en l'espace de 2 ans de mandat. Et il y a un problème de cohabitation qui se pose. Et on a demandé est-ce que c'est le Premier ministre véritablement qui problème là. Par rapport à l'absence de résultats, vous soulignez un bagage qui est intéressant, c'est que vous parlez de possibilité, c'est en hypothèse, ou bien quelque part vous avez des arguments pour soutenir, de possibilité d'un État dans l'État. Jovenel Moïse ne serait pas maître de ses actions. Quelque part, qui ça qui t'a baillé l'impression qu'aujourd'hui, à l'ère de Jovenel Moïse, on revient à cette politique de président de doublure? Bon oui, parce qu'effectivement, c'est une question très, très épineuse et très importante. Et parce qu'on a l'impression qu'il n'arrive pas à dire la vérité. J'avais lu un article qui était paru dans les colonnes de Caraïbes, qui parlait le courage de la vérité. Donc, c'est un bail qui est très important en politique. Et je pensais que je dire Haïti fait face à ça, la capture de l'État, où il y a des groupes d'intérêt dans la société qui ont pratiquement qui ont pris l'État d'assaut. Est-ce qu'un président peut dire ça aux gens? Il doit dire ça. Total aveu de puissance? Non, mais me souligner le tout, parce que le gouverner n'est pas facile, parce que ce n'est pas seulement une réalité haïtienne. Les groupes d'intérêt sont bagailles qui présents, sont phénomènes qui très présents dans la politique tout partout. Donc, je pense qu'il faut être capable de dire à la population ça, il faut être capable d'expliquer, parce que le président il était quand même un discours, qu'on explique qu'il était convaincant, pas convaincant, etc. Il était un discours. Donc, c'est toujours qu'il y ait une capacité de dialogue, une capacité pour que les gens aient une relation, pour lui dire effectivement mais quelle situation est. Mais je ne parle pas d'un regard aussi naïf sur la politique. Est-ce qu'il y a une volonté? Parce que je ne suis pas dans place. Il y a la volonté, il y a les contraintes aussi, puisque les n'attendent des mondes, notamment qui sont en opposition, ils ont évoqué toujours cette campagne électorale financée de Jovenel Moïse par un certain groupe d'intérêt et qui t'a peut-être mis dans la barrage au dia pour le faire, action qui est nécessaire pour que nous t'a constaté et résultat véritable par rapport à promesse qui fait et ça qui t'a peut-être lieu à impossibilité pour nous faire émission ça, pour nous parler de crise de gouvernabilité, parce que les gens ont une dynamique d'action vers le changement. Oui, bon, effectivement, pour la société haïtienne, il y a des structurés, il y a des groupes dominants, des secteurs dominants qui monopolisent l'économie, etc. Donc, Jovenel, en grande partie, apparemment, a été financé par ces groupes. Donc, mais il n'est pas obligé un prisonnier de groupes, ça, tout. Parce qu'il est le président de la République, il a été élu, donc c'est lui-même qui a mené l'action politique, il est capable de prendre les décisions qui s'imposent, effectivement. Parce qu'il y a une machine, l'État, non mais maintenant, si il quitte que des groupes d'intérêt, c'est eux-mêmes qui prennent la machine, l'État, non mais c'est un problème qui est plus complexe, bien entendu, etc. Donc, il y a un rapport avec qui gens prend le pouvoir. Donc, parce que les gens prennent le pouvoir, il y a une pile d'influence sur qui gens vont le gouverner. Donc, si tu as été propulsé et financé par de l'argent douteux, effectivement, donc, ou une redevance envers le groupe Sayo au lieu que vraiment à défendre, à promouvoir l'intérêt national. Donc, je pense qu'il prend quelque part dans un grenade ça, qui fait qu'il n'est pas capable de faire des résultats. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une volonté vraiment? Parce que je ne pas senti qu'il y a une volonté politique là, parce que la volonté politique est toujours importante pour que ou porter un changement. C'est ça. Et donc, si vous n'avez pas démontrer volonté politique là, donc quelque part, tu n'as pas encore la dimension de... il ne prend pas de risque. Il ne prend pas de risque. Et être un homme ou une femme d'État, c'est être responsable. C'est être responsable, c'est prendre des décisions difficiles, certainement. Ce n'est pas vraiment dit que pas capable par situation difficile. Moi, par exemple, très clair, et je suis invité pour ce midi, donc, je suis Léogane, donc, question de rater gaz, etc. Donc, j'ai donné mon engagement pour être là. Donc, j'ai une responsabilité pour que je sois là. Donc, je arranger, mettre gaz dans la machine, etc. Parce que je ne peux pas relayer d'habitude ces fois après pour me dire mon problème gaz, je ne peux pas venir pendant que je suis en engagement. Très bien. Etc. Donc, c'est pour ça que j'appelle, Weber parle beaucoup, les hommes d'État, les femmes d'État cultivent ce qu'on appelle une éthique de responsabilité. Une éthique de conviction, une conviction que tu peux changer des choses, mais cette conviction doit aussi
s'accompagner d'une éthique de responsabilité. Avant d'y arriver, parce que c'est quelque part encore, on fait marquant de votre analyse, mais je voulais souligner ce rapport historique ou établi dans le texte pour dire que crise n'a pas constaté aujourd'hui, c'est suite de toute une série qui commençait depuis 1843. Même avec semblant de rupture en 86 là, pour nous quitter la dictature, pour entrer dans la transition démocratique là, ou souligner au regard de crise aujourd'hui, nous sommes capables de toujours répéter Pierre-Raymond Dumas par exemple qui dit cette transition qui n'en finit pas. Mais un peu plus bas, ou souligner cette implication de l'autre, de l'Occident, du blanc quelque part. Est-ce que nous sommes capables, dans la logique, de pointer l'autre du doigt, parce que la responsabilité de diriger au premier chef, c'est de dirigeant nos yoles. Oui, mais bon, j'ai fait quand même une approche historique pour montrer que Haïti prend naissance dans des conditions extrêmement difficiles et que l'évolution, j'en connais là, c'était une menace, un défi pour l'ordre international de l'époque. Donc, quelque part, il y avait eu un complot pour isoler Haïti, comme le disait Talleyrand, pour le laisser cuire dans son jus, etc. Bien entendu, Haïti, première fois pour te sortir dans l'isolement, ça, c'est avec Boyer, la dette de l'indépendance. Et son bail qui est controversé, mais c'était quand même, il bat Haïti moyen pour les sortir dans l'isolement que le TE. Donc, je veux dire, il ne s'agit pas d'accuser l'international. Mais quelque part, le poids de cette politique de l'Occident pour isoler Haïti, ou senti poil toujours dans sa cap fait aujourd'hui en termes de gouvernance politique? Non, je veux dire, ce n'est pas un choix pour isoler, c'est un choix pour contrôler, de préférence. Parce que Haïti passait dans la prépondérance française, donc dès le début du XXe siècle, il y a eu la prépondérance américaine en Haïti. Donc Haïti, pratiquement, est dans le backyard États-Unis, et donc c'est la politique. Donc Haïti, pratiquement. Donc, il y a une capacité pour que nous prenions les grandes décisions. Donc, la politique, c'est quand même un rapport de force. Et nous sentons que le poids de l'hégémonie américaine, quelque part, empêchait que nous prenions des décisions qui allaient dans le sens propre intérêt. Mais ceci n'est pas pour déresponsabiliser Haïti, parce que nous avons une grande responsabilité dans ce qui a passé. L'autodétermination. L'autodétermination et nous pas qu'à accuser, parce qu'effectivement, il y a des pays dans la région qui ont sorti la République dominicaine, sans sort, j'aime par exemple, etc. Et que, bon, Venezuela, dans une situation difficile, je veux dire, etc. Donc, pour des considérations géopolitiques, mais Haïti, pas Venezuela, Haïti pas gagné, pas dans la situation, ça, je veux dire, pas dans la situation idéologique, et j'aime te dire non-analyse, tout, Venezuela, c'est le nouveau Cuba. Dans le contexte du monde multipolaire, bien entendu. Mais nous, pas dans la situation ça, bien entendu, il y a la présence américaine, mais ceci n'empêche pas cela. Et je pense que c'est nous-mêmes, c'est nos propres démons qui nous empêchent d'avancer notre propre culture politique, une culture politique irresponsable, et où la politique politicienne prime sur la gouvernance, prime sur l'intérêt collectif. Et vous plaidez pour une nouvelle éthique politique. Pourquoi nouvelle éthique politique? Parce que l'éthique comme concept, à mon avis, t'as qu'à paraître lui-même porter toute valeur qui doit mener changement, une nouvelle éthique politique, parce que l'ancienne, elle était dotée de quoi? L'ancienne, bon, d'abord, il y a un paradoxe, parce qu'effectivement, on parle d'une nouvelle éthique politique, mais le rapport entre l'éthique et la politique, c'est une discussion qui jalonnait toute l'histoire de la pensée politique occidentale, sorti dans Aristote, l'éthique à Nicomaque, Platon, Rivé Jean Jodia, dans des penseurs comme Michel Foucault, éthique et politique, ou encore Paul Ricoeur, éthique, philosophie et politique. Il y a toute une réflexion qu'a faite sous l'éthique, qui sont ensemble de valeurs et qui permettent que politique en joue rôle, parce que politique là, il est là pour lui permettre que communauté, pour lui favoriser le bien-être communautaire. Mais politique politicienne là, li pas ouais bien-être communautaire, li ouais et les intérêts spéciaux, les intérêts des individus et des groupes organisés, des groupes dominants de la société. Donc une nouvelle éthique politique pour aborder les vrais problèmes. Très bien. Pour aborder les vrais problèmes, l'insécurité, le chômage, le taux d'inflation. Parce qu'effectivement, nous, nos logiques de conquête et de préservation du pouvoir pour promouvoir nos propres intérêts. Et nous pensons dans la crise,
C'est ça qui est la base crise. Crise de gouvernabilité, c'est ça lié. C'est parce que le problème n'est pas résoudre. Donc après, par exemple, le choix du Premier ministre Lapin. Donc, c'est a été choisi, il n'a pas duré 6 mois. Effectivement, donc, je prends un exemple dans l'article que j'ai publié, pour me dire, dans la dernière manifestation, en général, on demande la tête des premiers ministres. De Alexis à Michel Pierre-Louis. Alexis a été emporté par les émeutes de la fin de 2008. Et Michel Pierre-Louis, bon, pour une suspicion de mauvaise gestion des fonds d'urgence, de différents cyclones qui étaient ravagés le pays en 2013. Mais dans les dernières manifestations, la population demandait la tête de Jovenel Moïse, qui est une différence par rapport aux situations précédentes où les premiers ministres ont fait les frais de la colère populaire quelque part. Bien, servi de fusible pour permettre que le gouvernement y résiste et y continue à faire chemin. Donc, quelque part, on n'a pas l'impression que les choix du Premier ministre sont faits en fonction de nécessité pour résoudre la crise. Effectivement. On va arriver sur Lapin, mais dans le texte, on va évoquer qui paraît moins nouveau et me donner une explication sur lui. Parce que cette nouvelle éthique politique est passée par l'État qui dans son rôle de régulateur social. Régulateur social, c'est quoi le contenu de ce concept? Bon, il y a beaucoup de théoriciens haïtiens de l'État, de Michel Wolf-Trouillot à Soeur-Pierre-Etienne, qui parle de l'État contre la nation. C'est un État qui agit contre les intérêts de la nation. Donc nous besoin d'un nouvel État qui défend les intérêts de la nation et qui protège les groupes vulnérables contre effectivement les groupes dominants de la société. Non pas pour... En même temps, il y a une mise en garde contre les populismes, liberticides, etc., qui a prôné effectivement une sorte de tabula rasa, etc. C'est ça, juste mener nous à l'aggravation de la crise. Mais l'État, il gagne pour jouer un rôle protecteur, pour créer un glacis de protection contre les groupes marginalisés, pendant que la favoriser un climat d'investissement réel dans l'agriculture, dans les infrastructures, les nouvelles technologies, etc. Pour permettre que le pays sorti dans sa ligne et non pas un État prédateur. Très bien. Et pour mener l'État, ça ou évoquer le savant et la politique pour montrer quel type d'homme politique il nous faut aujourd'hui et les valeurs que ce type d'homme doit porter. Est-ce qu'on est capable de retourner spécifiquement? Oui, quel type d'homme et de femmes politiques? Déjà, des gens qui gagnent on pratique dans la société, qui montrent qu'ils sont soucieux de l'intérêt collectif. Là. Donc, et puis qui gagnent un niveau de compétences dans certains domaines qui sont capables de porter un changement véritable. Ce n'est pas des gens qui prennent dans la propagande, ce n'est pas des gens qui peuvent aller effectivement abîmer dans la politique politicienne. Donc nous avons besoin des gens qui ont une vision. Parce que l'écart qui s'est produit aujourd'hui entre Haïti et la République dominicaine, elle est la résultante d'un leadership éclairé et moderne de l'autre côté de la frontière. Parce que je veux dire, si au niveau de géographie physique, le pays est toujours collé, mais au niveau de développement et de stabilité de modernité politique, il y a un vide, il y a un fossé qui se creuse entre Très bien. Vous évoquez la République dominicaine, justement, et il est bon pour nous préciser que quand vous parlez de nouvelle éthique politique, il ne s'agit pas seulement de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il y a ceux-là qui sont en transition vers le pouvoir et qui ont même un comportement qui m'a dit quelque part, il faut repenser cette manière d'être opposant aussi. Parce que quand vous évoquez la République dominicaine, c'est justement élan de patriotisme et de considération pour l'intérêt collectif, ça qui était fait dans la classe politique dominicaine, qui fait que Jodia est capable dans une société qui quitte le clivage politique de côté, mais qui a abordé les vrais problèmes du progrès. Bon, le clivage est toujours là, mais ils ont trouvé des moyens, et je dirais beaucoup plus pacifiques, de résoudre ces conflits au bénéfice de l'intérêt national. Donc, ça que nous pouvons faire, type de dépassement, ça. L'analyse que nous avons fait, objectivement, ce n'est pas acculer le pouvoir, là. Parce que c'est toute une culture, un système politique que nous avons questionné, y compris les opposants, et tout le monde qui a demandé, tous les acteurs sur la scène doivent effectivement pratiquer ces valeurs pour nous arriver à porter un changement véritable. Parce que sinon, on va retrouver une situation que plus ça change, plus c'est la même chose. Donc on passe dans une nouvelle équipe. La politique, le jeu à somme nulle. Le jeu à somme nulle, on passe avec une nouvelle équipe. Mais ça ne mène à rien parce qu'effectivement, nous ne pas mettre en phase sous valeur ça pour mettre que nous porter le changement qui est nécessaire. Bon, on s'y tourne dans l'histoire de la gouvernance de ce pays avec quelque part, il y a des références qui
on est capable de coller à type d'homme politique ça, qui est capable de type de l'État avec cette éthique politique qui est la collectivité, qui est les intérêts de la nation avant intérêt personnel, ou est de type d'homme comme ça passé dans cette pays depuis un certain temps? Bon, si on a remonté dans l'histoire politique, on a remonté dans la fin du 19e siècle. Hein. Par exemple, même un chef d'État qui fascine, c'est Lysius Salomon. Parce que c'est un modernisateur. Donc, c'est un monde qui était le plus grand bien, le plus grand homme, chef du Parti national. Bon, à l'époque, il y avait quand même des partis politiques avec des idéologies, etc. Ce qu'on en a presque plus aujourd'hui. Presque plus, parce que c'est tout le monde. Donc, c'est un modernisateur, c'est un monde qui ouais que. Donc, c'est pas la politique politicienne. Les premières ébauches de la Banque nationale, de la BRH ont été posées et par Salomon. Il y a eu des efforts en termes de câbles sous-marins, etc. Il y avait un effort qui n'a pas été assez cumulatif. Mais justement, est-ce qu'il y a des gens qui, dans le prolongement, ça, ou même. Après, l'autre président, à mon avis, très progressiste, c'est Dumas estimé. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples, finalement, de leaders progressistes, mais on parle de ce qui s'est passé dans la vallée de la Tibonite, etc. Tous les projets Pélig, bon, il y a eu une continuité sous ma gloire, quelque part. Donc, on pensait gagner. Parce que quand on parle d'éthique politique, parce qu'on ne parle pas ce sont des saints qui vont faire la politique, parce qu'on n'a pas parlé. Mais il y a des leaders qui ont capacité pour pousser les pays avant certaines modernités, les infrastructures, les investissements, etc. Une vision politique qui dégageait, même s'il y a toujours gagné, parce qu'il n'y a pas de système parfait, il y a toujours conseillé de problèmes, mais gagner des acquis, gagner des résultats qui sont au rendez-vous pour mettre que la population l'y prend souffle. Est-ce que quelque part, même si bon chef d'État gagne des conseillers qui peut-être gagnent des niveaux académiques extraordinaires autour de eux, cap conseiller ils capable pas prendre conseil, mais quelque part est-ce qu'il y a cette culture d'apprentissage continu chez nos hommes d'État dans le sens de chercher des références? On prend par exemple Jovenel Moïse qui arrivait à la tête du pays. Est-ce que quelque part il cherche dans l'histoire de ce pays des modèles, des références pour conduire ces actions, ou quelque part rentrer dans des marges de dire je vais faire mieux que Mounsa? Il n'y a pas ce déficit d'apprentissage de l'histoire au niveau de c'est une question très importante. Par exemple, Machiavel, qui est un penseur politique bien influent de tous les temps, dit le prince, c'est un monde qui vraiment suit en pile le parcours des hommes illustres. On dit les hommes parce que pour aller dans le sens Machiavel à l'époque, son culture très patriarcale, effectivement, et machiste. Donc, je veux dire, il faut m'appeler plutôt des modèles. Des modèles et des personnalités qui vraiment marquent l'histoire. Donc, pour capable d'inspirer de eux-mêmes. Je ne veux dire pas senti gagner ça, la caille dirigeants haïtiens, ils n'ont pas vraiment inspiré des vrais modèles. Et avec un sentiment pour émuler le modèle. Je ne veux dire nous avons besoin des gens qui ont un souci pour émuler ce qui est bien. Émuler quelques rares leaders du passé qui ont envie de poser les jalons pour retirer le pays dans sa liade. Donc, ça, et puis émuler tout, et parce qu'on est sur une île, émuler nos voisins. Ce n'est pas une nouvelle chose. Et on a bien aimé un leader éclairé de Colonel Fernandez en Haïti, etc. Donc, juste pour un exemple tout près, ce n'est pas un problème où on vit émuler un monde qui a fait un bagage qui bien, même si il y a une rivalité quelque part entre nous-mêmes. Donc, je pense effectivement... Parce que effectivement, on n'invente pas là-haut. On n'invente pas là-haut. C'est essayer de rentrer dans le schéma universel de mettre ce pays qu'on a en commun sur la voie du progrès. Moi, je prends exemple Fernandez en pile parce que c'est un cas d'école. Parce que c'est preuve qu'un leader qui sortit dans un pays qui a trop de puissance et est capable, effectivement, de porter des changements en termes de développement durable, en termes de stabilité, de modernité politique, etc. Sous une ingéniosité, sous une capacité pour dialoguer, pour comprendre, pour apprendre avec nous, pour inscrire dans la modernité politique, pour comprendre la globalisation, etc., qui vient là jouer. Donc, je pense qu'on est capable vraiment de créer une nouvelle ère de changement. Donc, je pense que Haïti, dans la phase que nous vivons, n'est pas capable vraiment faire économie de ce modèle
traditionnel. On ne peut plus répéter. Et on le voit, les Dominicains aujourd'hui prennent le large, ils prennent de la place sur la scène politique. Ouais. On pourrait même dire qu'ils font de l'intéressant quelque part. Et c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans de progrès. Il y a quelques années, ils ont décidé de faire de leur pays quelque chose de... Bien entendu, et les efforts, les bases de la modernisation de l'économie de la société dominicaine, les poser des Trujillo. Trujillo, c'était quand même une longue dictature des années 1930 à 1961 jusqu'à son assassinat. Et parallèlement, nous avons une dictature Boris Lato, mais c'était, comme le dit Maniga, une sorte de fascisme du sous-développement. Donc, et Balaguer a pris... On a le plein pouvoir pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Balaguer a pris la relève, les anti-gens continuaient et politique de modernisation et Trujillo, jusqu'à ce qu'effectivement, transition, démocratie, en fait, effectivement, c'est Fernandez, c'est pratiquement le président qui fait transition, ça, donc une sorte d'alternance véritable au niveau démocratique, etc., beaucoup plus de transparence dans le système. Donc, il continuer et sous l'ancienne modernité, ça, diversifier l'économie dominicaine, etc., et passer dans l'économie agricole à une économie de services, etc. Donc, tout ça, les exemples sont là, il faut s'en inspirer, effectivement, parce que il y a un rapport qui est sorti dernièrement qui montre effectivement comment fossé entre Haïti et la République dominicaine la continuer à creuser avec un commerce asymétrique. La République dominicaine, on dit, elle a plus de 843 millions de dollars d'exportation vers Haïti, tandis que ça que les importés d'Haïti, la voisine, les 42 millions. Donc, à quel niveau asymétrie, déséquilibre total au niveau commercial, la contrebande au niveau de la frontière, que Haïti a perdu à peu près 800 millions de dollars, et dans le contexte côté l'aide internationale, lui-même l'a baissé, donc, et qu'on a une capacité pour mobiliser TAC, pour financer les programmes véritables et de développement durable. Mais encore, ça pose un problème d'éthique, de corruption dans l'État, que même si l'argent ça l'État percevoir, est-ce que tu as servi véritablement pour que financer... Bon, s'il y a cet effort d'aller chercher l'argent, quelque part, l'État est capable peut-être marcher avec l'effort de dépenser cet argent de manière responsable. Justement, maintenant, dans cette logique de recherche de nouvelles éthiques politiques qui doit armer ces hommes et femmes d'État qui sont appelés à diriger PIA, le président de la République vient de choisir un nouveau Premier ministre. Et là, dans votre texte, vous avez évoqué les grands défis, ou cité question Petro-Caribé, qui était bail, ça nous connaît, ou cité, par exemple, nécessité pour nous empêcher 6-7-8 juillet reproduit, pour éviter événements février reproduits. Non, on démarche de donner du résultat, d'aborder les vrais problèmes de la population, notamment des masses défavorisées. Jean-Michel Lapin, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas extraordinairement bien, mais quelque part, dans le profil que vous avez pu constater pendant soit en fonction de ministre de la Culture récemment et Premier ministre par intérim, il a déjà pris des positions, etc. et peut-être tenté quelques actions. Où est, dans ce personnage-là, ce profil d'homme politique qu'a dessiné Max Weber, par exemple, et que vous avez évoqué? Bon, premièrement, je vais regarder ça qui était mené dans la révocation CA. Et le président de la Chambre des députés, Garibodo, a eu à dire que nous besoin un Premier ministre qui part en conflit avec le président, etc. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, il y a des sous-entendus. Parce qu'un conflit veut dire que c'est un monde qui est juste soumis par l'ordre du président. Donc, si que ça qui est primordial, après que le pays a fini en crise, dans le pays local, 10 jours, qui a des impacts considérables sur l'économie. Et nous la donnons toujours là, pénurie de carburant et tout, qui peut-être etc. sous l'autre mouvement. L'autre mouvement de protestation. Donc, si que effort là, ce n'est pas effectivement pour adresser les problèmes ça, donc c'est des soucis politiciens, etc., pour protéger les arrières du président. Donc là, déjà, ouais, c'est des recettes pour une nouvelle crise en perspective. Donc, je pense que dans ce contexte-là, le président Jovenel a profité de situation, puisqu'il parle beaucoup de dialogue national. Même pas de nouvelle crise, mais de continuité. Continuité de la crise et son aggravation. Exactement. L'aggravation de la crise. Donc, puisqu'il parle beaucoup de dialogue national, je veux dire, bon, il essaie de remettre cause dans
Nations Unies. Mais... ouais, du mauvais dans cet appel de médiation de la part de l'ONU? Les Nations Unies peuvent toujours jouer un rôle, mais ce qui est intéressant, c'est que, même si c'est problème, dit Guterres et monsieur une organisation que pour le gérer, le président de la République, tu dois apprendre à résoudre tes problèmes. Bien entendu, les Nations Unies peuvent toujours jouer un rôle médiateur, mais les gens qui appellent pour porter solution à la crise, c'est nous-mêmes, c'est les dirigeants haïtiens. Donc, on passe dans le choix, quelle soit toute personnalité qui était pressentie, donc c'est Jean-Michel Lapin qui est finalement nommé. Donc, bon, il a un parcours, il a été ministre de communication et qu'il a été nommé PMAI. Donc, maintenant, il y avait déjà eu quelque part peut-être un penchant, une volonté. Donc, c'est quelqu'un qui peut cohabiter avec le président. Et qui a peut-être un souci de reconnaissance. D'adresser les grands problèmes, les dossiers épineux, comme le dossier Petro-Caribé. Faut pas n'a pas fait ça. Non, parce qu'effectivement, parce que c'est un peu creuser sa tombe en cherchant à vraiment se positionner sur ce dossier en disant que le président a aidé à me chercher comme là, etc. Donc, on parle dans ce sens-là. Et je pense que tout président dans optique, parce qu'il parlait de dialogue en pile ces derniers temps, le dialogue national pour résoudre les problèmes. Dans ce dialogue, ça, l'État a probablement fait un grand geste d'ouverture et essayer de choisir un Premier ministre qui part sortir dans l'univers politique, ou bien qui part sortir dans un horizon politique particulier, un cadre de la société civile. Puisqu'on a parlé de nécessité de résultats véritablement, peut-être que le profil qu'il fallait, c'est peut-être véritablement un monde qui est doté de grandes compétences et qui est connu dans la société, et qui peut-être est capable... Une grande compétence qui n'a pas de chapelle politique à proprement parler, etc., mais qui ont une expérience, qui ont une compréhension de la politique, bien entendu, même s'il n'est pas appartenu à une chapelle politique déterminée, des rapports de force, qui connaissent dans la société, etc., et qui ont une expérience professionnelle et souterraine, qui est capable de créer effectivement cette nouvelle dynamique et pour adresser véritablement les vrais problèmes. Parce que je veux dire, le pays n'est pas gouverné. Il suffit de simple coup d'œil dans la rue pour voir ce qui se passe. Il y a l'insécurité, et on a fait fil pour gaz, etc. Donc ça va de mal en pis, etc. Donc on ne peut plus continuer dans cette politique politicienne. Ça aggrave la situation et ça ne sert à rien de cléonner un dialogue à tout bout de champ pendant que les mesures concrètes ne reflètent pas cette volonté effective de créer un espace commun de dialogue pour aborder les vrais problèmes. Est-ce qu'on n'est pas parti sur de mauvaises bases et peut-être là pour bailler raison à des gens qui te croient qu'au départ, on ne peut pas arriver grand avec Jovenel Moïse, dans le sens que quelque part, quel que soit le monde qui est capable de prendre là, on va parler de monde qui a de grandes compétences de l'État et qui ont de grandes connaissances de l'État et qui est doté de compétences extraordinaires et qui peut-être exister dans la société, qui est capable de mener nos implémentations de la vision du président de la République, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, la fonction de Premier ministre. Mais quelque part, on se questionne, est-ce qu'il y a vraiment eu une vision à matérialiser? Justement, il y a, parce que ça me dit dans le texte-là, il y a une nécessité pour tous les acteurs, à ce carrefour critique, d'adopter une nouvelle attitude. Il faut que nous allions l'une vers l'autre. Ça ne veut pas dire que nous avons même idéologie politique, ou bien tendance politique, ou bien nous avons même gens, mais il y a un pays qui peut aller, pratiquement. Donc, on pense en personnalité, on profil comme ça, qui est capable d'adresser les vrais problèmes socio-économiques, etc., qui comprennent, qui va développement, priorité sous politique. Ce n'est pas la politique du genre somme nulle qui l'intéresse, ce n'est pas nécessairement qui pas une ambition politicienne. Après, on parlait de capable vraiment aider nous et poser les bases pour nous commencer à sortir de crise là et permettre que le président Jovenel lui sauve la face. Parce que tu as beau manigancer pour renvoyer des ministres et la responsabilité, elle ne se déplace pas. Ta responsabilité dans la crise, elle est là. Effectivement, tu as beau changer de Premier ministre, la situation, elle s'aggrave. Donc, il demande pour prendre des actions, pour réajuster le tir, pour permettre que nous sortions de situations critiques. Nous faisons deux approches pour nous finir avec l'entrevue n'a fait là. Nous avons regardé
passage Jovenel Moïse dans tête pouvoir, depuis le départ, on dit 2 ans plus tard, il n'y a pas cette modernité, si vous voulez, annoncée par rapport à des problèmes structurels qu'elle devait aborder, questions infrastructure, questions agriculture, etc. Ces promesses n'ont pas été matérialisées et nous avons là une absence totale de moyens pour aller vers cette voie-là si le président avait véritablement formalisé vision ça et atterri. Si vous permettez-moi finir, il y a ce deuxième problème que vous venez d'aborder, question président qui se coupe réglé en série de groupes d'intérêt et qui t'a permettre d'agir librement. Il y a ce troisième problème d'insincérité par rapport à ce besoin de dialogue. Quelque part, la chance qui reste à ce président de la République, à ce régime, ce ne serait pas de favoriser véritablement cette transition passant par un dialogue, il y a des gens qui parlaient de conférence nationale, mais mettez véritablement chita, tout le monde autour de la table pour nous désigner qui ligne qui méritait pour nous payer ça, n'est-ce pas la seule chance qui reste? Parce que véritablement, il n'y a pas de moyens. Hier, j'ai reçu le directeur général de la DGI qui est allé pour nous, tout ça en termes de contrainte là pour l'État, ramasser l'argent, prévision de recettes n'ont pas qu'à aboutir. Et puis, l'obligé pour aller dans le recouvrement forcé pour faire citoyens, entreprises, bailler l'argent pour l'État fonctionner. Il n'y a pas de moyens. FMI te promet l'argent, les bloquer parce que nous avons un gouvernement fonctionnel. Parce que parce que gouverner, c'est une question de momentum. Parce que nous-mêmes, nous crasons momentum pour des raisons politiciennes. Parce que ce n'est pas résoudre la crise qui semblait priorité. Ce sont les actions qui démontrent effectivement si ce gouvernement a intérêt à résoudre la crise. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas la propagande. Donc, au moment que nous vivons une crise de grande envergure, etc., des émeutes, des protestations violentes, etc., c'est un moment pour le gouvernement poser les actions. Il y avait les mesures annoncées de CA, etc. Les mesures, ça peut prendre un certain temps pour atterrir et peut-être que bon, qu'à gagner des gens qui ne sont pas d'accord avec toutes les mesures, mais il y avait un effort quelque part. Je ne suis pas du clan CA, je ne connais personne, donc juste analyser la situation. Donc, le gouvernement, priorité, pas de sembler, c'est effectivement résoudre la crise là, mais c'est plutôt joindre des gens qui ont des gens et pas en conflit avec le président, capable de tolérer le président. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de vraiment flatter les bas instincts du prince. Ce n'est pas résoudre les vrais problèmes qui rongent la communauté. Parce qu'aujourd'hui, la population est aux abois et le pays n'est pas gouverné. Ce qu'on attend de Jovenel, pratiquement, du gouvernement, c'est pratiquement de gouverner. Il y a les difficultés, les contraintes sont toujours liées à la gouvernance. Ça ne date pas d'hier. Donc, c'est prendre les mesures, et Marie Saint-Inou pour nous prendre bonne décision, parce que nous sortir de la situation. Très bien. En réponse peut-être qui est capable de tourner de recommandations, vous avez moins de 40 ans, j'imagine, Joseph Wendi Alliance, et ou sont jeunes qui gagnent en formation académique et considérable. Cependant, on va balloter entre les États-Unis et Haïti, peut-être non perspective de réalisation de soi et autres, mais véritablement, quand on était quand même attaché à ce pays, c'est parce que on rêve, on a une vision d'Haïti. S'il faut proposer aujourd'hui 2-3 actions à entreprendre pour véritablement à l'horizon on volonté de changement, il passe pas qui ça rapidement pour nous finir. Et bon, premièrement, et effectivement, je dis là, nous parce que effectivement nous avons une responsabilité et nous toutes dans le pays pour que nous poser des actes de courage. Nous disons, et si on n'est pas un démagogue, à ce moment de la crise, si nous risquons en parole, c'est un acte de courage. Mais il n'est pas d'orité seulement en parole, il faut que l'y aller dans l'action tout. Donc, je pense que c'est chaque monde dans la sphère d'activité pour effectivement prendre courage à demain, prendre les bonnes décisions qui vont dans le sens de l'intérêt collectif. Mais dans la situation critique que nous disons, je pense qu'il y a les forces saines du pays doivent commencer à se mobiliser pour que nous disions dégagez-nous, comme Jean-Jacques, pour nous faire en sorte de percer l'ouverture collective. Très bien. Parce que ce pays a besoin d'un sang neuf et pour sortir de cette situation de misère lamentable. Et pour nous, parce que je pense que Haïti a encore les réserves et malgré cette situation difficile pour nous sortir. Et
donc ce sang neuf peut-être des jeunes. Mais ce n'est pas l'idée d'être jeune seulement qui est important, c'est être jeune, avoir des valeurs, et être conscient et être capable. Être conscient, avoir des capacités et être capable de travailler avec les autres. C'est très important, être capable de travailler avec les autres et comprendre aussi le monde complexe et chaque monde, il y a beaucoup de capacités, qu'on est capable de mobiliser les capacités pour que nous porter le changement et aussi mettre les gens ce qu'il faut aux positions stratégiques et pour pousser les pays vers la modernité, vers la croissance économique, etc. Donc, il n'y a pas pas que l'autre route, c'est organiser, c'est créer un nouveau leadership. Et il y a de tabula rasa, le radicalisme, je ne veux dire pas quoi, effectivement, c'est vrai pour de sortir, mais je pense qu'il doit y avoir de nouvelles forces émergentes pour serrer les rangs, pour mettre tout ensemble, pour que nous vraiment baillons de nouvelles directives au pays. Très bien. Merci Joseph Wendi Alliance pour véritablement un sacrifice en ce temps de pénurie que vous faites pour dans l'émission. C'est un plaisir pour nous recevoir. C'est un gros plaisir pour moi, David Saint-Fort, pour nous sur la plateforme Invité du Midi, pour nous partager, réfléchir et analyser nous sur la crise et qui nous capables de faire effort pour nous sortir là-dedans. L'espoir n'est pas perdu. Nous sommes là, nous travaillons et nous pensons que c'est juste mettre nous ensemble pour nous arriver, dégager de nouveaux chemins d'avenir pour le pays. Voilà, pour ce troisième numéro de l'Invité du Midi, le jeune politologue, spécialiste en gestion de conflits, Joseph Wendi Alliance, notre invité. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'espace de commentaires sur l'actualité sur la meilleure télévision, la télévision Caraïbe. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine édition. Bonne fin d'après-midi à tous.